Et ça repart. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Touche Animale. On va parler de la place de nos animaux en ville aujourd'hui. Et je vous rappelle évidemment que vous pouvez revoir les émissions en replay sur le site partenaire woofets.fr. Coucou Katia, comment ça va? Coucou Johan, ça va et toi? Ben, ça va, je suis ravie de te recevoir à nouveau J'arrive dans in La Touche extremis Animale. là. Parce que regarde Et, et je, et je... regarde qui j'ai là. Oh, mais Oh, salut, mais c'est la mascotte. c'est la Coucou mascotte de Donna. 30 millions que je garde pendant 3 jours. C'est Maya. Bah, tu vas pouvoir parler de Maya d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une belle histoire autour Voilà. de Maya et c'est totalement en lien avec ce qu'on va raconter ce soir. Donc, Voilà. Katia, bon, tu étais déjà là, toi, pour la première émission de La Touche Animale, mais je veux bien que tu te représentes quand même à la communauté brute. Ben, bonjour à tous, bonjour donc Johan, bonjour Donatienne. Je suis ravie d'être invitée à nouveau. Je suis toujours rédactrice en chef de 30 millions d'amis et toujours à la tête de l'association Solidarité Peuple Animal. Voilà, Donc, pour le coup, 3 millions d'amis, je pense que là, tout le monde maîtrise bien, mais le Solidarité Peuple magazine. Animal, tu peux peut-être nous en dire, oui, bien sûr, et Solidarité Peuple Animal, tu peux peut-être nous en dire, du coup, quelques mots sur effectivement, qu'est-ce que tu as eu comme idée de la créer et quelles sont les missions finalement de l'association. Eh bien, Solidarité Peuple Animal, c'est une association donc, qui a été créée. En fait, c'est une plateforme à la base pour permettre aux associations qui ont besoin de nourriture, de matériel, de bénévoles, de poster en ligne tous leurs besoins, de se faire connaître. Et puis, de l'autre côté, les particuliers qui veulent aider, qui veulent être bénévoles, qui veulent donner des choses, ou les entreprises qui veulent accompagner les associations comme Mars, par exemple, Mars Pet Care, eh ben, peuvent répondre à des demandes où aujourd'hui nos actions se sont élargies puisqu'on a eu des propositions pour organiser des dons en masse, en fait, des distributions de litières, notamment avec Mars Pet Care. Donc, il y a des centaines de palettes qui arrivent dans les associations de chats. Et donc, pour ces distributions, en fait, ça représente pour certaines 1 an de litière gratuite. Donc, c'est important. Ouais. Donc, on fait des dons de nourriture, on fait des dons de jouets, de couchage. Et puis aussi, on accompagne beaucoup les associations dans toutes les modifications législatives qui les concernent. En ce moment, il y en a beaucoup avec ce fameux certificat d'engagement et de connaissance, mais aussi toutes les réglementations sanitaires qui changent beaucoup ces derniers mois. Voilà. Et puis ça, on va pouvoir en parler en plus, pour le coup, largement de ces nouvelles réglementations. Et Donna, alors Donatienne, je t'appelle toujours Donna, mais c'est quand même Donatienne. Donatienne, je veux bien que tu te présentes du coup à la communauté brute. Salut, vous m'entendez bien? Super bien. Super bien. Super bien. Donc moi c'est Donna. Je connais un peu Katia et Johan forcément parce qu'on fait plein de choses ensemble. Donc je suis directrice de la communication pour Mars Pet Care. Mars Pet Care, on fabrique des aliments pour les chiens et les chats, donc Pédigré, Whiskas, Sheba, que vous connaissez. Et au-delà des dons de produits dont Katia vient de parler, puisque naturellement, on essaye d'aider les associations autour de nos usines ou les associations qui nous sollicitent avec les produits litières ou aliments qu'on peut fournir. On a à cœur de travailler une cause plus sociétale qui est de mieux inclure l'animal dans la ville. Alors pourquoi Exactement. l'animal? On en reparlera, je pense, que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Oui. Ça tombe bien. C'est totalement le sujet. Mais effectivement, je pense que du coup, tu peux présenter le programme lancé effectivement par Mars Pet Care, donc qui est Better Cities for Pets. Et tu peux peut-être nous en dire quelques mots déjà, puisque ça va bien introduire bien tout simplement la suite de cette émission. Ok. Alors, Better Cities for Pets, pourquoi? Aujourd'hui, il y a à peu près un foyer sur 2 qui a un animal de compagnie. On vit quasiment tous en ville. Alors, pas tous, hein. Je pense que certains d'entre vous, ce n'est pas le cas, mais c'est 9 sur 10, on va dire. Et quand on interroge les gens, il y a un certain nombre d'obstacles. C'est pas si simple, c'est pas toujours un bonheur facile que d'avoir un animal en ville. Pourquoi? Parce que on manque parfois de points d'eau, on manque de parcs, de modes de garde, de capacité à se déplacer avec son animal, etc. Et pourquoi Better Cities for Pets? Parce qu'on s'est fixé la mission de créer des conditions pour mieux accueillir les chiens et les chats dans la ville. Et nous, notre mission d'entreprise, c'est quoi? C'est de fédérer tous les acteurs, les villes, les élus,
les associations, les vétos, tous ceux qui ont un rôle à jouer pour partager les bonnes pratiques et faire connaître ce qui fonctionne, tout en mobilisant la communauté sur un grand mouvement qui est Pet Friendly. Trop bien. Eh ben, on va lancer directement la discussion. Et alors, bonsoir à tous, que je vois qu'il y a déjà plein de commentaires. Donc, bonsoir à tous et merci d'être là ce soir. Vous connaissez déjà les règles du jeu. Vous pouvez évidemment mettre vos questions en commentaire ou encore, si vous voulez participer avec nous et nous rejoindre sur le live, vous appuyez sur la petite main en bas à droite et vous pouvez nous rejoindre du coup sur les différentes questions. Donc, Katia, on va déjà démarrer puisque toi, tu as quand même lancé il y a déjà quelques années de ça via donc le magazine 30 millions d'amis, le palmarès des villes où il fait mieux vivre finalement avec ses animaux. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce palmarès? Alors, c'est un palmarès que j'ai lancé en 2016. Donc, en 2023, ce sera la 8e édition. On est très fiers d'avoir lancé ce palmarès parce qu'en 2016, on ne parlait pas beaucoup des difficultés de possession de l'animal en ville. En revanche, c'est parti d'un constat. Donc moi, je travaille évidemment en région parisienne. On connaît beaucoup de gens à Paris. Donc c'est vraiment la grosse ville avec tout ce qu'elle a de positif, mais aussi de négatif pour les possesseurs d'animaux, notamment de chiens. En fait, c'est parti d'un constat tout simple. C'est que les 5 années qui ont précédé ce constat, en fait, la population canine avait diminué dans la capitale de 20%, même plus de 20%. Et donc, ça voulait dire, en gros, que les propriétaires de chiens désertaient la ville, désertaient Paris parce que c'était pas pratique d'avoir un chien. Pourquoi c'est pas pratique? Parce que d'abord, il n'y a pas énormément d'espaces verts qui étaient ouverts aux chiens. Il n'y avait pas de possibilité d'accéder au transport en commun avec son chien. C'était soit très compliqué, ou il fallait avoir un petit chien dans un panier, soit c'était cher. Pour le métro, c'était complètement exclu. On ne parle pas des chiens d'assistance, comme pour les chiens guides d'aveugles et tout ça. Sûr. Là, il y a une exception qui est faite pour ces chiens-là. Mais en fait, c'est parti de ce constat. Et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'une grande ville comme Paris, qui a quand même, il y a le bois de Boulogne et tout ça, mais où il y a, mine de rien, beaucoup de gens qui aiment les chiens, ne fait pas les efforts qu'il faut pour accueillir les chiens. Et donc, de là, on s'est dit, mais c'est assez commun à toutes les grandes villes de France. Et donc, on s'est dit, on va essayer de voir quels sont les critères qu'on peut mesurer pour savoir s'il y a une ville qui a des idées, des bonnes idées pour permettre de vivre avec son chien en ville, plutôt que de devoir aller en zone périurbaine, ce qu'on appelle les zones pavillonnaires avec un jardin. Et parce qu'il y a il y a une vraie culture canine dans les villes. Les gens se rendent compte, ils sont obligés de sortir leur chien, puisqu'on peut pas. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui échangent autour de l'animal. Et donc, on s'est limité évidemment aux villes de plus de 100 000 habitants, tout simplement parce que c'est des villes dont on peut comparer les initiatives, les budgets, les populations. Et donc, ça fait quand même déjà 42 villes, c'est énorme. Et donc, on les a soumises, en fait, on a mesuré tout un tas de critères d'accessibilité, de propreté, de sensibilisation aussi des propriétaires, d'engagement. Donc voilà, on a une trentaine de critères qui sont mesurés. Donc tous les ans, on envoie aux villes les questionnaires. C'est toujours sur la base du volontariat. Et puis, on établit un classement. C'est pas parce qu'on veut noter qui est la meilleure, qui est la moins bonne. Mais à un moment donné, il faut bien avoir des critères de comparaison. Donc le classement, il s'est fait tout naturellement. Mais l'idée n'est pas de pointer du doigt les villes qui sont les dernières du classement. L'idée, c'est de faire surgir les bonnes initiatives et de partager ces initiatives. Parce que souvent, les villes ne communiquent pas entre elles de ce qui marche pas. Et donc, on peut, par exemple, une fois qu'on a établi le classement, je peux très bien aller dans une ville qui n'est pas forcément la première du classement et puis mettre en lumière une initiative qui est plutôt positive. Et en fait, c'est une sorte de laboratoire à idées. Et en 8 ans, là, ça va être la 8e édition, eh bien, on a constaté qu'il y a quand même... alors, je ne sais pas si c'est ce classement, mais j'aime penser que c'est aussi ce classement qui permet de tirer les communes vers le haut, en tout cas les grandes villes, parce qu'il y a beaucoup d'idées aussi dans les villes plus petites, mais bon, on ne peut pas mesurer toutes les villes.
eh bien, toutes les grandes villes ont fini par se rattraper, en tout cas celles qui veulent, ont fini par adopter ce qui marche ailleurs. Et c'est vrai que dans les 10 premières du classement, elles se tirent un petit peu la bourre, comme on dit un peu vulgairement, pour être au moins sur le podium. Et elles ont très à cœur de garder, en tout cas pour Nice ou Montpellier, qui ont toujours trusté les premières places. Nice est première depuis 2 ans. Elles ont à cœur de garder leur première place. Et justement, Katia, et on va en parler parce qu'on a reçu plein de questions et une fois de plus, n'hésitez pas à en poser et on va y répondre. Mais moi, j'en ai déjà reçu plein sur les réseaux suite à l'émission, donc j'ai évidemment plein de choses à partager avec vous. Et du coup, Katia, on va dire, c'est 3 villes du podium. Qu'est-ce qu'elles ont mis en place de plus que d'autres qui font que justement, elles sont là? C'est en quoi vraiment il fait bon vivre dans ces villes lorsqu'on est propriétaire d'un chien notamment? Alors, en général, celles qui sont premières, c'est parce qu'en fait, elles cumulent plusieurs choses sur plusieurs critères. Donc, justement, sur les critères d'accessibilité. C'est-à-dire qu'elles ont mis en place beaucoup de choses pour que tous les espaces verts soient ouverts, ou la quasi-totalité. Par exemple, à Nice, tous les squares, tous les espaces verts, tous les parcs et jardins sont ouverts, publics hein, évidemment, sont ouverts à l'exception de 3, il y en a une 50aine, à l'exception de 3 parce que c'est le jardin botanique et on comprend pourquoi. Et puis un autre qui a un aspect un peu historique, il y a aussi le jardin des souvenirs, vous savez, pour les victimes de l'attentat. Oui, bien sûr. Voilà, oui, là, donc oui, tout oui, ça là, évidemment, là, oui. donc tout le monde le comprend, mais ça fait 3 dans la ville. Mais tous les autres sont ouverts. À Nice aussi, ils ont rendu les transports, notamment le tramway, il y a un tramway, accessible à tous les chiens, de tous les formats, donc les plus grands avec une muselière, mais c'est plus pour rassurer les autres usagers. Plutôt que parce qu'il n'y a jamais d'accident. Toutes les villes qui ont ouvert leur transport en commun aux chiens, à chaque fois, on pose la question, est-ce que vous avez eu des accidents d'agressivité, de morsure? C'est 0. Il n'y en a jamais eu un seul. Donc, les gens, quand ils rentrent dans le bus ou dans le tramway avec leur chien, donc soit ils respectent la recommandation qui est de faire porter la muselière à leur chien, même quand il n'est pas catégorisé. Mais en général, même ceux qui oublient, entre guillemets, il n'y a jamais de problème. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre qu'un chien qui est à hauteur d'une poussette d'enfant, ça peut inquiéter un parent. Donc, ils ont ouvert leur transport. Donc, pour Nice, par exemple, ils ont même créé des plages juste pour les chiens. Donc, on peut venir. C'est génial. Voilà. Donc là, il y en a une deuxième qui a été ouverte, mais il me semble que l'été prochain, il y en aura une troisième. Donc voilà. Ah, ils veulent vraiment garder la tête du classement. Alors, ils sont à fond pour garder la tête, quoi. Voilà. Et donc après, bon, ça, c'est tout ce qui concerne l'accessibilité. Ensuite, on a des critères de propreté, c'est-à-dire un accompagnement pour que le maître d'un chien ait le geste citoyen qui consiste à ramasser la crotte de son chien. Donc ça, c'est de la responsabilité de chaque propriétaire. Il faut ramasser le caca de son chien. Et donc, mais il y a des villes qui accompagnent ce geste, c'est-à-dire qui mettent en place des distributeurs avec des sacs évidemment dedans, qui mettent en place des canicites, qui mettent en place aussi des caniparcs, c'est-à-dire là où ce qu'on appelle des parcs débats canins. Donc, c'est-à-dire là où on peut lâcher son chien en toute sécurité, donc c'est clôturé. Et donc, on peut retrouver une communauté canine. Ça, c'est plutôt bien parce qu'en général, c'est favoriser la rencontre entre les maîtres de chiens. C'est faciliter aussi la propagation des bons gestes, de la bonne attitude, de la bonne mentalité. Bien sûr. Voilà, il faut vraiment que l'exemple aussi vienne des maîtres eux-mêmes et qu'il y ait une éducation qui se fasse des maîtres par les maîtres. Donc, il y a des gens… D'ailleurs, je vais rebondir direct sur ce que tu dis, Katia. Je te coupe 5 secondes parce que c'est évidemment la plupart des questions que j'ai eues. Et effectivement, il y a beaucoup de questions autour de ça. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont répondu dans la boîte à questions disant qu'effectivement, il y avait souvent un manque de poubelles pour justement les déjections canines. Alors, moi, je fais toujours une aparté par rapport à ça. Parce que moi, je vis à Paris, en plein cœur de Paris, comme certains d'autres et peut-être ici. À Paris, vraiment, il y a des poubelles, mais toutes les 5 mètres. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de déjection par terre. Voilà. Donc, je veux dire, je dis pas que c'est qu'il n'en faut pas, mais il y a plein d'autres pays. Et quand on voyage un peu, par exemple, je prends le Canada et Montréal, où Montréal, il n'y a pas de poubelle dans la rue. En fait, c'est vraiment, vous ramenez vos déchets chez vous. Et que ce soit les fumeurs avec les mégots ou les déjections canines, c'est pas pour ça qu'ils laissent dehors. Et j'en parlais même avec Donna et je l'avais mis sur mes réseaux. J'étais à Séville, j'ai eu la chance d'aller à Séville pour un petit week-end il y a 15 jours. Et alors vraiment, il y a des chiens partout, mais il y en a vraiment, ils ont beaucoup de chiens, alors qu'il fait quand même très chaud.
Et alors, au-delà du fait que vraiment, il n'y a pas une trace de déjection canine et il n'y a pas plus de poubelles à Paris, bien au contraire. Et eux, en plus, ils vont même plus loin. Tous les propriétaires de chiens, et j'étais même hallucinée parce que même la nuit, quand ils promènent leurs animaux, puisqu'ils les promènent en plus beaucoup la nuit, puisqu'il fait quand même très chaud la journée, et ben ils ont carrément une petite gourde pour passer derrière l'urine de leur animal pour que ça sente pas. Parce qu'effectivement, eux, en octobre, il fait encore 32 degrés, quoi. Donc, c'est sûr que, et ça, on le voit pas du tout en France. Et c'est aussi à nous, en tant que propriétaires, et c'est aussi un des messages qu'on va faire passer. Oui, là-dessus, je te rejoins complètement. C'est vraiment culturel en France. Alors, probablement qu'on a un passif. Je deviens une spécialiste de la crotte canine. On a un passif, en fait, où on a beaucoup... on pense aux motocrottes de Jacques Chirac. En fait, on a beaucoup responsabilisé la ville. Là-dedans, on s'est reposé sur la ville. Et moi, j'ai des gens, parce que je vais sur le terrain, qui me disent, mais je paye des impôts locaux, c'est à la ville de ramasser. Non, ça n'est pas à la ville de ramasser, tout simplement parce qu'elle ne peut pas être derrière vous au moment où votre chien fait. Et il faut penser qu'il y a d'autres usagers des trottoirs, des gens qui ont des enfants, qui ont des poussettes, des caddies, des personnes qui ont des déambulateurs. Et donc, on n'a pas envie de passer sur la crotte de votre chien. Et c'est vrai que là, je te rejoins, dans les pays du Sud, mon fils est au Portugal, il y a beaucoup de chiens. Eh bien, je trouve qu'il y a moins de crottes que dans certains endroits de Paris ou d'autres grandes villes de France. Donc, c'est vraiment une histoire d'éducation, de gestes civiques. Quand je parle de gestes citoyens, j'avais une formule qui était pour avoir un chien citoyen, il faut un maître. Un chien citadin, il faut un maître citoyen, c'est-à-dire qui est conscient de ses responsabilités de citoyen, c'est-à-dire il doit partager l'espace public, il n'est pas qu'à lui. Bah là, du coup, je vais répondre un peu aux questions parce qu'on a déjà pas mal qui se sont accumulées. Donc, on a tous les bonsoirs. À Bordeaux, on est bien placé, mais il y a toujours des axes d'amélioration. Bravo Better Cities for Pets pour votre engagement. Et effectivement, Bordeaux, on le voit d'ailleurs de plus en plus là. Il y a effectivement un adjoint qui est très actif. Moi, en tout cas, je le vois sur ses réseaux et qui est très actif évidemment. Donc, je pense qu'ils veulent détrôner Nice. Donc, c'est Monsieur Fétou, c'est Francis Fétou. Ah oui, bah effectivement. Concertation entre ceux qui possèdent un animal de compagnie et ceux qui n'en possèdent pas. C'est assez intéressant sur le vivre ensemble avec la volonté vraiment de trouver la possibilité de vivre avec ou sans un animal. Et il a lancé, pour compléter Donatienne, il a lancé cette consultation parce que c'est une personne qu'on a rencontrée ensemble. Il a lancé cette consultation parce que après le Covid, il a observé on va dire un regain de tension entre les propriétaires de chiens et les non propriétaires parce que rappelez-vous, pendant les confinements, les seuls à pouvoir sortir, c'était les maîtres avec leurs chiens. On avait le droit, c'était une dérogation. Et donc, en fait, il a constaté que pendant ces mois de confinement, eh bien, les propriétaires de chiens ont complètement pris possession de l'espace public. Et donc, j'étais chez eux. Et quand les gens, entre guillemets, sans animaux, ont rejoint l'espace public, eh ben, ils ont eu du mal à repartager à nouveau. Et donc, du coup, il a lancé cette consultation et les enseignements sont plutôt intéressants. Ah ouais, ça doit être, pour le coup, ça doit être très sympa. Je vais essayer si vous avez les résultats, on les partagera. Oui, je te le passerai. Alors, on a donc une question sur quelle est la ville la plus dog-friendly. Donc, on y a répondu, c'est Nice depuis 2 ans, donc qui apparemment font tout pour garder une 3e année puisqu'ils ouvrent des plages aux chiens. Et ça, déjà, il faut avoir des plages, donc c'est cool. Les bonnes initiatives, on en a un peu parlé et évidemment, on va continuer tout au long de cette heure d'émission de vous le dire. Là, une question qui est pour toi, Donna. Comment participer en tant que particulier au mouvement Better Cities for Pets? Alors, aujourd'hui, avec Better Cities for Pets, donc déjà, nous, on a commencé par faire une étude pour comprendre un petit peu quels étaient les freins, les obstacles, et à titre indicatif. Aujourd'hui, quand on dit il y a un foyer sur 2 qui a un animal de compagnie, il y en a quand même 6 sur 10 qui nous disent « Moi, j'aimerais bien avoir un animal de compagnie, mais aujourd'hui, ma ville, elle n'est pas assez pet-friendly. » Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Nous, on crée des webinars où on va partager des bonnes pratiques avec des villes, des associations, avec des vétérinaires, avec des experts qui viennent parler de ce qui fonctionne. Donc, on a parlé de Nice tout à l'heure, on pourrait parler de Suresnes, qui a ouvert les portes de la ville aux chiens des agents qui maintenant viennent travailler et qui montrent à quel point c'est un vecteur de bien-être. Mais j'ai plein d'autres exemples comme ça. Et puis, on organise évidemment des campagnes de sensibilisation autour de ce mouvement Pet Friendly. Et par exemple, on fait une marche chaque année, une marche à Paris, la marche de l'animal en ville.
L'objectif, c'est de sensibiliser, c'est de réunir les gens. Et cette année, par exemple, sans dévoiler ce qui va arriver, on va organiser une nouvelle marche, la marche de la solidarité de l'animal en ville, en se disant que quand on a un animal en ville, il y a des bénéfices. Et il y a plein de belles choses. Ça permet de sortir, ça permet de faire des rencontres, ça permet de rompre l'isolement, etc. Et ça, beaucoup de gens ne le voient pas, surtout quand ils n'ont pas d'animaux de compagnie. Donc ça permet aussi de travailler le vivre ensemble. Donc quand on est particulier sur les réseaux sociaux et on peut participer à cette marche qui pour l'instant est à Paris et qui j'espère pourra faire des petits ailleurs. Je crois que c'est effectivement le concept. Et donc, du coup, là, vous allez faire venir de la presse et des influenceurs donc, qui vont un peu médiatiser du coup cette marche pour effectivement montrer et surtout ouvrir justement des boîtes à questions pour que les gens puissent donner eux leurs axes d'amélioration tout en étant effectivement citoyens de leur côté. Et du coup, cette marche, elle se terminera donc au pop-up store de Royal Canin qui est à Paris, rue de Turenne, et où là, les gens peuvent aussi trouver des informations le reste du temps sur le bien vivre ensemble finalement autour des animaux en ville. Ce que je peux ajouter sur le programme, c'est que c'est un programme qui se veut vraiment ouvert, collectif et tourné vers les solutions. En fait, peu importe qu'on soit un citoyen, un élu ou une association, aujourd'hui, l'intuition qu'on a, c'est que c'est tous ensemble qu'on va réussir à améliorer les conditions pour avoir un animal en ville. Et les entreprises ont un rôle à jouer, les associations ont un rôle à jouer, les particuliers ont un rôle à jouer, mais c'est vraiment tous ensemble qu'on va trouver la solution. C'est vrai qu'il ne faut pas tout attendre des villes, en fait. C'est un moteur et c'est surtout, on va dire, l'institution qui peut insuffler une dynamique à la collectivité, mais ça ne fera jamais l'initiative privée, ça ne fera jamais la collectivité. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de la responsabilité de chacun. Et on a vu pendant les confinements que l'animal, c'est un support émotionnel énorme, c'est un facilitateur de rencontres, d'échanges. Tous les gens qui ont des chiens font des rencontres tout le temps, c'est-à-dire ils sortent du boulot, ils voient les amis de leurs chiens. Moi, ça me fait souvent penser, vous savez ce qu'on appelle les copines de bac à sable quand on est maman et qu'on sort son gamin au jardin d'enfants, on a des copines de bac à sable. C'est exactement ça, on a des copines de sortie canine, ou des copains d'ailleurs, parce qu'on retrouve les copains de son chien. Non, mais c'est alors, on va en parler en plus, et puis ça, on en a déjà parlé tous les trois ensemble, et on en parle depuis longtemps, mais c'est vrai que le chien, c'est quand même le meilleur réseau social et certainement le plus sain que vous puissiez avoir dans votre vie. Alors, je continue. Donc, j'ai entendu que les bus refusent car ils ne veulent pas que des sans-abri avec plusieurs chiens montent à bord et donc refusent les chiens de façon catégorique. Alors, c'est vrai, mais ça dépend vraiment des communautés, des communes, des communautés de communes, voire des compagnies, effectivement, de transport. Donc, c'est pas vrai pour tout le monde, mais oui, c'est vrai dans certaines villes. Donc, est-ce que c'est aussi assumé que ça? Je n'en suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Et puis, on stigmatise, je pense, une population qui n'emprunte pas beaucoup le bus. On a fait un webinaire, justement, de Nassienne sur ça. Ce ne sont pas quand même des gens qui sont ultra mobiles, justement, à cause de leurs animaux. On ne voit pas beaucoup de personnes sans domicile dans les transports en commun. Alors là, on a effectivement, la France devrait s'inspirer des pays nordiques, notamment la Suède, où il fait bon être un chien apparemment. Oui, de toute façon, les pays nordiques, à tout point de vue, même en dehors des animaux, ils ont généralement un peu plus d'avance sur nous. De nombreux commerces acceptent les chiens et mettent des gamelles d'eau à leur disposition. Certains habitants le font aussi. Ça, c'est super. Et on voit quand même les bars à toutous. Moi, je trouve qu'on en voit de plus en plus quand même en ville, et notamment effectivement, on en voit de plus en plus et c'est assez chouette. On se doit d'être responsable, ça on est d'accord. Alors là, on a un gros événement à Bordeaux avec BT City for Pets. Donna a le point, on lui donne. Et il y a tellement de toutous ici. C'est vrai qu'à Bordeaux, il y a beaucoup de chiens. On a une question de Joséphine. Mars Petcare travaille sur 4 axes pour rendre les villes plus accueillantes. Entreprises, parcs, refuges, habitat. Ma question, quels sont les résultats à l'heure actuelle? Donc d'abord, c'est mesurer là où on en est. Aujourd'hui, on sait que dans les obstacles, le premier, c'est se déplacer. Ensuite, c'est se balader. Après, c'est se loger. Et il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire sur multiplier les points d'eau, créer des espaces clos, mettre à disposition des sacs à déjection, on en a parlé, et puis ajouter des poubelles. Quand on a tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que c'est une question qui arrive aussi, comment est-ce qu'on mobilise son élu?
et comment est-ce qu'on participe. Oui, qui est juste derrière, effectivement, on a la question qui est juste derrière. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que moi, par exemple, je peux solliciter mon entreprise pour essayer de venir travailler avec mon animal. Nous, on a la chance d'accueillir des animaux au travail depuis 40 ans. C'est une de nos premières actions et c'est un bien-être, une joie incroyable tous les jours dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on est sollicité par plein d'entreprises qui sont prêtes à faire le pas, à condition de faire une première expérience positive. Donc en fait, si vous arrivez à convaincre votre manager que vous pouvez venir avec un animal, souvent c'est le premier pas qui fait la différence, parce qu'après, mettre en place l'accueil des animaux dans l'entreprise, c'est pas n'importe comment, mais c'est facile. Après, il y a plein d'autres choses qui sont aujourd'hui en cours d'étude. Il y a évidemment des campagnes de sensibilisation contre l'abandon, il y a des campagnes de stérilisation, il y a des campagnes d'identification. On a parlé beaucoup des chiens, mais il y a aussi les chats. Bien sûr, on va en parler, c'est tout à fait au programme. Villes comme Montreuil, par exemple, qui se mobilisent au quotidien sur le statut du chat des rues, avec des programmes assez géniaux pour faire en sorte qu'ils prolifèrent moins et aussi qu'on puisse améliorer leur bien-être. Donc, honnêtement, les résultats, c'est plus un mouvement qui nous intéresse et le nombre de participants au mouvement. C'est ça qu'on va mesurer aujourd'hui, avec les gens qui participent au mouvement, les gens qui s'impliquent et qui font parler de ce qui fonctionne pour eux. Et du coup, donc, alors toutes les deux, vous organisez donc conjointement, et même si c'est une action menée effectivement par Mars, des webinaires donc à destination plutôt des communes et des maires particulièrement, ou du moins des adjoints en charge de ces questions à la municipalité. Et donc là, effectivement, sur la question où on peut peut-être terminer d'y répondre, comment interpeller nos élus et effectivement leur apporter des idées et des solutions, puisqu'il y en a, je pense, qui se posent déjà tout simplement pas la question parce qu'ils ne sont pas propriétaires, enfin voilà, puis on ne peut pas gérer tous les problèmes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire effectivement pour les interpeller? En fait, justement, la question des élus, ça c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup évoluer, nous, en 7 ans de palmarès. Quand on a commencé le palmarès, il y avait très peu d'élus au bien-être animal, à la condition animale, enfin il y a plein de noms. Et en fait, c'était pas quelque chose dont s'étaient emparées les équipes municipales. Donc, c'est justement un de nos critères aujourd'hui, c'est déjà ça mesure l'engagement d'une ville, c'est savoir s'il a un élu, un conseiller, un adjoint qu'il a dédié à la cause animale. Alors, la cause animale, c'est, je vous dis, le bien-être. Déjà là, c'est la preuve. Donc, déjà, il faut exiger de l'équipe municipale qu'il nomme, qu'il désigne une personne de l'équipe municipale pour s'occuper de ces questions-là et de s'occuper de seulement ces questions-là. Parce que souvent, en fait, le bien-être animal ou l'animal en ville, il est agrégé à d'autres choses. Par exemple, un élu qui est responsable des espaces verts, des cimetières, enfin c'est Paris par exemple, des cimetières, machin, et de l'animal. Donc vous imaginez bien qu'une personne qui est toute seule pour s'occuper de tout ça, l'animal il va passer évidemment à la trappe. Donc déjà, il faut exiger qu'il y ait une personne seule qui s'occupe de ça. Et même qu'il y ait un bureau, c'est-à-dire une personne seule, si elle n'a pas de personne pour l'aider, si elle n'a pas de budget, ça n'a aucun intérêt. Il y a des villes qui nomment un élu. C'est de la communication. Nous, on le voit très bien dans notre palmarès. Donc, il faut vraiment qu'il y ait qu'une ville s'empare de la problématique en y mettant un peu de moyens. On ne lui demande pas d'y mettre tout le budget municipal, mais y mettre un peu de moyens. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est quand vous votez, il faut élire une liste où on s'engage à mettre quelqu'un dédié à l'animal en ville. Ça, c'est la première chose. Je pense. Après, quand on a démarré, Johan, on avait 30-40 villes qui participaient au webinaire. Aujourd'hui, on a 150 villes qui se connectent régulièrement pour partager leurs bonnes pratiques, pour aller choper des idées, etc. Donc, ça montre à quel point c'est un vrai sujet qui intéresse les villes, parce que la ville de demain, il faut qu'elle soit plus durable, il faut qu'elle soit plus vivante, et en fait l'animal a toute sa place dans cette dimension-là. Et je pense que c'est devenu aujourd'hui un sujet qui évidemment est au cœur des préoccupations des Français, mais qui maintenant devient un sujet important pour nos élus.
Bien sûr. Et alors là, même si on y a déjà répondu, petite question, vous parlez de campagne de sensibilisation. Que faites-vous concrètement? Donc ça, bah, je pense que vous pouvez en parler toutes les deux, puisque Katia, du coup, toi, c'est faire la médiatisation via 30 millions d'amis et tout ce que tu fais, Bah, tout ce que tu fais qui implique ça. Voilà, par exemple, ce palmarès, c'est vraiment le lieu, c'est un laboratoire à idées, c'est un partage d'idées. Ce que soulignait Donatienne par rapport au webinaire, c'est qu'on se rend compte que les villes elles-mêmes, elles manquent d'un lieu où elles peuvent échanger tout ça. Donc, elles sont souvent pleines de bonne volonté, mais on n'invente pas le fil à couper le beurre tous les jours. Et donc, il suffit de reproduire des choses qui existent et qui ont fait leurs preuves par ailleurs, mais il faut effectivement échanger les expériences. Et on voit bien d'ailleurs sur ces webinaires, puisqu'il y a un chat qui est fait en permanence, et après même le webinaire, il y a des discussions entre les villes où on sent notamment quand il y a eu Suresnes qui a mis des choses en place, qui a ouvert les services de la mairie aux chiens des salariés. Comment ils ont fait, par exemple, pour négocier avec les syndicats, parce qu'on oublie souvent que, par exemple, pour ouvrir le transport public aux chiens, en dehors des petits chiens dans un panier, ce que m'a appris Nice, moi j'apprends énormément de choses, c'est qu'il faut discuter avec les syndicats de ces transporteurs, parce que si eux ne sont pas d'accord, si eux ne sont pas sensibilisés, eh bien ils ne vont pas accepter. En fait, il ne faut jamais que ça soit imposé d'en haut, il faut que ça soit quelque chose qui soit fait dans la concertation. Et bon, et tous les chauffeurs de bus, enfin, ou la majorité, puisqu'on dit qu'un foyer sur deux a un animal de compagnie, on se doute qu'un chauffeur sur deux un animal de compagnie. Donc, ils sont forcément sensibilisés à la cause. Il suffit simplement de les mettre dans la boucle de la décision et ça se passe très bien. Par exemple, à Nice, ça s'est passé, mais vraiment très, très facilement. À Montpellier, ils font ça depuis longtemps et ça s'est fait très facilement. Donc, souvent, c'est une histoire de concertation. Pour revenir, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est un lieu d'échange qui permet justement aux villes d'apprendre les unes des autres. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est à chacun justement d'amener sa petite pierre à l'édifice, et notamment sur effectivement, enfin, on va pas en parler pendant toute l'émission, mais sur effectivement les déjections qui sont revenues énormément, moi, effectivement, dans les commentaires et dans la boîte à questions, de personnes qui n'étaient pas non plus forcément propriétaires et qui se retrouvent un peu excédées. Ce que je peux comprendre, moi, mon quartier, c'est effectivement des champs de mines de crottes de chien, quoi. Ouais. Donc, je peux le comprendre. Et il y avait du coup cette question qui était, alors auquel on va pouvoir répondre, c'est est-ce qu'il faut augmenter les contraventions? Donc moi, je veux bien votre avis là-dessus. Moi, j'ai le mien, mais je veux déjà bien le vôtre et même ceux, vous, de la communauté, vous pouvez le mettre en commentaire ou vous connecter avec nous, évidemment. Le problème de la contravention, à part d'être pris sur le fait de ne pas ramasser la crotte de son chien, on ne peut pas a posteriori dresser une contravention sur une crotte de chien dont on ignore le propriétaire. Donc il y a des villes, on sait à Béziers où le maire avait dit qu'il allait faire des recherches ADN, donc faire des prélèvements de crottes, ça coûte une fortune. Donc de toute manière, c'est plus sur des effets d'annonce. Donc en fait, moi j'ai discuté avec beaucoup de villes autour de ça. C'est difficile de prendre les gens sur le fait parce que j'ai fait plusieurs fois, même à Perpignan, c'était assez drôle d'ailleurs, où on s'est promené donc avec une police municipale et un agent de la police municipale et une éducatrice canine, donc dans la ville. Et on a dit, on va regarder s'il y a des gens qui ne ramassent pas. Et en fait, quand il y a un agent policier, évidemment, ils vont ramasser, mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque chien. Et on a même croisé une personne qui n'a pas ramassé parce qu'elle n'avait pas de sac. Et donc, elle a fini par ramasser à la main. Donc, il préfère ramasser à la main, mettre dans la poubelle, plutôt que d'avoir une contravention. Et j'ai même entendu quelqu'un dire, ça n'est pas mon chien, alors qu'il l'avait au bout de sa laisse, et donc en disant, mais c'est le chien que je promène pour quelqu'un, donc il n'est pas responsable de sa crotte. Donc c'est compliqué de dresser une amende dans ces conditions. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de verbalisation. C'est comme pour les mégots, on dit que c'est 68 €, je crois, aujourd'hui, l'amende. Faut quand même être... Oui, moi, j'ai jamais vu personne se faire verbaliser. J'ai jamais entendu personne se faire verbaliser. Donc, j'ai l'impression que au-delà d'augmenter l'amende, c'est de l'éducation. d'augmenter l'amende, clairement, bien sûr.
sensibilisation, le fait de faire réfléchir les gens à ce que c'est qu'être un propriétaire de chien, en fait, ou de chat. Alors là, j'ai effectivement qui n'est pas une question, mais jusqu'à 750 € d'amende à Bergerac. Donc, c'est vrai que ceci dit, 750 €. Oui, mais on va voir si effectivement c'est de la com. là-bas, mais oui, c'est de la com. À Bergerac, ça a été fait pour qu'on parle, mais ça permet. C'est vrai que l'histoire de Bergerac à 750 €, je pense qu'ils n'en ont pas dressé une seule à 750 €. Ça met en lumière que c'est vraiment un sujet qui cristallise les conflits entre les propriétaires et les non-propriétaires. Parce que marcher dans une crotte de chien, c'est franchement désagréable. Donc, vous ramenez ça chez vous. Et puis surtout, ça donne une image de la ville qui n'est pas propre, alors qu'il y a beaucoup de villes qui mettent des centaines de milliers d'euros, voire des milliers d'euros dans la propreté. Et en France, les villes mettent beaucoup d'argent dans la propreté parce que les gens ne ramassent pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Dans des villes des pays du nord de l'Europe, les gens ramassent. Les gens trient leurs déchets, les gens ne jettent pas leurs papiers dehors. En Allemagne, tu vois jamais quelqu'un... les gens sont très respectueux des règles. En Allemagne, tu vois jamais quelqu'un traverser au feu rouge. En France, tu vois que ça. Et donc, c'est pareil pour les crottes. Ça, c'est vrai. C'est vrai que là-dessus, on est vraiment très mauvais élèves. Et donc, du coup, on va parler effectivement, donc on reste bien sûr sur les chiens. N'hésitez pas, vous pouvez toujours intervenir en levant la main à droite, en bas. Si vous voulez nous rejoindre sur le live, il n'y a aucun souci, ou posez vos questions en commentaire. Et donc, on va parler chats un peu, effectivement, puisque du coup, les chats, évidemment, c'est un peu différent, puisque quand c'est nos chats, quand on est du moins dans des grandes villes, on a tendance à moins les faire sortir, parce qu'il faut quand même savoir que 50% des chats vivent quand même dans des grandes villes, généralement. Et qu'effectivement, ils ont moins tendance à sortir. Mais on a ce souci, effectivement, des chats errants et donc, du coup, des populations qui sont non stérilisées et donc, du coup, avec une espérance de vie carrément plus faible que les autres. Et donc, ça, là-dessus, est-ce que dans les municipalités, vous avez vu justement des choses changer, des propositions? Je sais pas. Moi, je vais juste intervenir au début, après la laisserai donner sienne, mais sur le problème de ce qu'on appelle de la mission régalienne des villes, en fait. La gestion des animaux errants, c'est une mission régalienne des villes. C'est-à-dire que c'est de leur responsabilité de gérer les animaux errants. C'est historique parce que, en fait, c'est à l'époque où il y avait la rage, ces propagateurs de maladies. Donc surtout à l'époque c'était pour la rage, donc en général c'est pour ça qu'elles doivent mettre un service de fourrière pour ramasser tous les animaux errants, d'abord pour les restituer à leurs propriétaires et ensuite pour assurer une certaine sécurité sanitaire de l'espace public. Donc si pour les chiens en général c'est fait parce que c'est assez facile de capturer un chien, même s'il est un peu agressif, on arrive toujours à capturer un chien. Pour un chat, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, il y a une prolifération énorme des chats. Et puis, un chat, vous le voyez, on ne peut pas l'attraper avec un filet. Il faut les trapper, souvent plusieurs jours. Donc, ils sont d'abord nourris, habitués à l'endroit, puis ensuite, on les trappe, on les stérilise, on les remet sur site. Mais c'est beaucoup plus compliqué de gérer les chats errants. Et la grosse difficulté, c'est la surpopulation, parce qu'évidemment, les chats errants, ils n'ont pas été stérilisés, donc ils se reproduisent. Et d'ailleurs, Katia, je pense qu'on peut le dire, mais la stérilisation reste généralement plutôt un travail d'association de terrain que de communes. Enfin, je veux dire, c'est généralement plutôt les associations qui prennent ça à leur charge. Oui, alors souvent en convention avec les villes, de plus en plus d'ailleurs, les villes signent des conventions avec les associations parce que les associations sont en général habituées à attraper les chats. Elles ont un réseau, elles connaissent d'abord les sites où sont les chats et puis elles les emmènent effectivement chez le vétérinaire, elles les font... pucé. En fait, le chat errant devient libre. En fait, en terminologie, le chat errant, c'est un chat qui n'a pas de propriétaire, qui vit dans la rue. Un chat libre, c'est un chat qui peut vivre dans la rue, mais qui a été trappé, stérilisé, bien souvent identifié et remis sur site. Donc, il vit en liberté, mais ça n'est plus un chat errant, puisqu'il est stérilisé. Et il a un propriétaire, qui est soit l'association, soit la mairie, parce qu'il y a des mairies qui font identifier les chats à leur nom. Et donc, les mairies, elles signent des conventions. Et on a des exemples, Katia? Oui.
On a des exemples, Katia, de mairies qui le font, par exemple? Oui, il y a des mairies qui font, elles font des conventions soit avec la SPA, soit avec la Fondation 30 millions d'amis, soit avec des toutes petites associations. Je pense que Montpellier fait ça, une convention, une grande ville comme Montpellier, avec la Fondation 30 millions d'amis. Nice fait ça avec des petites associations. Je pense aussi avec la Fondation 30 millions d'amis ou avec la SPA. En fait, il y a beaucoup de grandes villes qui délèguent. C'est ce qu'on appelle en fait la délégation de mission de service public qu'elles délèguent. Alors souvent, elles aident aussi financièrement, c'est-à-dire elles prennent en charge une partie des frais vétérinaires, pas tous. Mais quand même, on sent, et c'est en train de monter, en fait, il y a beaucoup plus de villes qui signent des conventions parce que je pense qu'elles ont pris la mesure du problème. Beaucoup n'avaient pas pris la mesure du problème. Et c'était aussi la stérilisation, l'identification des chats errants. C'était quelque chose qui était inclus dans la proposition de loi qui a été votée en novembre dernier, portée par Loïc Dombreval. Et cette partie-là a été retoquée, enfin rejetée au niveau du Sénat parce qu'on n'a pas réussi à évaluer le coût de la Ouais. stérilisation, de l'identification de toutes ces populations. On estime, alors moi franchement, je ne crois pas beaucoup à ces chiffres parce que c'est difficile de recenser, mais à plus d'une dizaine de millions les chats errants. Et donc en fait, l'estimation était entre 1,5 et 2 milliards d'euros la prise en charge de ces animaux-là. Et donc du coup, le Sénat a préféré repousser ça, mais c'est quelque chose de toute manière qui va monter. Je pense que dans les années qui viennent, c'est quelque chose qui devra être pris en charge par les villes. Mais aujourd'hui, on ne sait pas Bien jusqu'où. sûr. Après, Et il y a donc des Donna, avec le mouvement, aussi. avec Il y a des- ouais, vas-y, ouais, bah, Donna, j'allais te donner la parole pour que tu dises il y a des- effectivement quels beaux exemples tu avais. Non, il y a des associations qui font des choses intéressantes. On a rencontré par exemple Chapiti, qui fait partie du projet One Voice et qui accompagne les villes Oui, dans la gestion de ces adhérents. Et en fait, ils vont de la capture à l'identification et ensuite ils s'occupent de la stérilisation et ils proposent aussi des petits lieux d'accueil avec des installations en bois, etc. des Et chalets aussi avec équipés. voilà, des C'est un chalet. en collaboration avec les villes et les associations. Donc, en fait, on voit bien que ce n'est pas une solution avec juste l'élu ou juste une association. En général, c'est les populations, l'association, la mairie. Et aujourd'hui, Chapiti, ils arrivent à proposer une solution à une quinzaine de villes en France. Et, Ok, bah et alors ça, souvent, tu vois, il y a beaucoup de villes aussi maintenant qui ont mis en place ce qu'on appelle des cartes de nourrisseuses. On en avait parlé à Donatienne. Nice l'a fait, mais je crois que Montreuil l'a fait. Vannes l'a fait, là où il y a le Chatipi justement de One Voice. Et en fait, c'est une carte qui est donnée à toutes ces bénévoles qui souvent au départ le font spontanément, puis après elles sont rattachées à une association. Toutes ces bénévoles, c'est souvent des femmes qui nourrissent les colonies de chats errants et qui les fixent. Parce que quand on les nourrit, ça fixe les colonies. Finalement, ça facilite le travail sur les chats de stérilisation, d'identification. Et donc, il y a des villes qui ont créé ces cartes qui permettent à ces nourrisseuses de voir reconnaître le travail qu'elles font et de pouvoir faire ça tranquillement sans être embêtées par la population locale qui parfois trouve qu'il y a des nuisances avec les chats errants, ou même les policiers municipaux qui parfois disent non, mais il ne faut pas, ça salit la chaussée. Et donc, c'est une reconnaissance en fait du travail qu'elles font. Et donc, c'est là où les villes, elles peuvent accompagner. Ça ne coûte pas cher, ça coûte même rien, juste d'éditer une petite carte qui valorise le travail que font ces bénévoles. Ouais, c'est génial ça. Et alors là, du coup, on a effectivement Julie qui nous dit ce n'est pas tellement compliqué de ramasser les crottes de son chien en plus, et à cause de ça, nos chiens sont mal perçus. Bah, ça, on est tous d'accord. Morgane qui nous dit il faudrait des déclarations en mairie de chaque chien humain avec trombinoscope et repérage par les caméras de surveillance. Donc, Morgane, là, je sens que c'est NPS. Mais Morgane, alors ton idée, elle est évidemment très bonne, mais je pense que c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est qu'en fait, quand on regarde tous les pays autour de nous, finalement, ils le font sans besoin de répression. Et c'est aussi les messages qu'on essaie de faire passer. C'est que voilà, qu'on accompagne les gens quand effectivement, on le voit qu'ils ramassent pas, leur dire, écoutez, si vous voulez que votre chien soit bien intégré, vous avec. Voilà, mais c'est sûr que si on peut éviter de déployer NCIS ou le FBI pour chaque crotte de chien, je pense que tout le monde serait ravi. En plus, il y aurait beaucoup de gens qui diraient qu'on devient un État ultra policier où on va jusqu'à faire de l'identification faciale de nos chiens, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Alors que c'est du bon sens. Et voilà.
Et Morgane qui dit bien sûr, il faudrait juste que l'homme soit propre. Et tu as totalement raison, Morgane, c'est clairement ça. Et on a un vrai travail à faire. Et dans plein de villes en France, puisqu'on peut le dire quand même, on n'a pas la top attitude en France pour les étrangers. D'ailleurs, quand ils viennent, la France paraît toujours un peu sale. Donc ça, c'est sûr. Et là, du coup, on peut peut-être aborder, puisque moi, j'avais également des questions là-dessus, sur les méthodes de garde, puisque bah, effectivement, quand on vit dans des grandes villes, on est généralement plutôt sur des postes actifs, avec pas forcément de pause le midi, et du coup, un chien qui peut pas non plus avoir accès au jardin, même si le jardin n'est pas la solution pour tout le monde, hein, ça on le répète, et qu'un chien d'appartement peut être bien plus heureux qu'un chien qui a un jardin. Mais pour le coup, effectivement, ça on peut peut-être en parler, effectivement, il y a maintenant aussi des solutions qu'ils peuvent trouver pour garder, enfin la solution historique est demander à des voisins ou de la famille qui sont pas loin. Et vous avez effectivement des solutions, on a déjà parlé ici, comme Empreinte mon toutou, que vous pouvez avoir, qui était d'ailleurs à la marche l'année dernière à votre côté, Donatienne, où vraiment on n'est pas sur des sommes folles et où vous pouvez trouver des gens qui viennent effectivement, que ce soit une heure, une journée ou même parfois un peu plus longtemps, mais qui eux sont ravis de pouvoir s'occuper de votre animal et qu'est-ce que j'allais dire, et qui en échange passent un bon moment et vous avez votre animal qui est occupé, donc je trouve que c'est un cercle vertueux et qui est une bonne idée. Et donc, sur les autres modes de garde, après, c'est plutôt les modes de vacances. Donc là, on va plutôt être sur les pensions, etc. Et alors, il y a Joséphine qui met, il y a aussi Patchguard. Alors, pour le coup, oui, oui. Enfin, alors, vraiment, il y en a plein. On peut en citer plusieurs. Il y en a effectivement plusieurs qui le font. Alors, patchwork, je ne Et sais pas ouais, si tu vois ce que c'est en fait. Patchwork, c'est vraiment, c'est pas de la garde quand on part en vacances, c'est plus quand on est en vacances et que la personne qui a créé ça, on l'a vu, c'est très original et c'est une excellente idée, c'est qu'elle fait de la garde canine sur les sites qu'on visite quand on est en vacances. Par exemple, vous allez au musée, vous allez au zoo, vous allez visiter un château. Eh bien, elle a des unités de garde mobile, en fait, qu'elle déplace et qui permet, vous pouvez confier à la personne votre chien pendant les 2 heures de votre visite ou quand vous voulez visiter un centre-ville sans être embêté par des soucis liés à votre chien quand il fait très chaud. Puis bon, un chien, en général, bon, il n'aime pas tellement visiter la ville. Et donc là, en fait, elle le garde. Elle a souvent des box, elle a même des box climatisées. Et donc, en fait, c'est des petites unités mobiles qu'elle déplace. Elle en a plusieurs comme ça. Elle le fait dans les campings. C'est vraiment une très, très bonne idée. ouais, non, mais ça, moi, je l'avais vu sur Télématin. J'ai pas trop de notion de tarif, par contre. Parce que je me dis que pour déplacer des unités mobiles, ça doit quand même être un certain coût, même d'avoir le salarié qui s'en occupe. Et j'ai aucune idée de notion de tarif, par Alors, contre, elle sur nous les avait frais de site. expliqué qu'elle faisait en fait un partenariat avec soit les sites historiques, soit les Ah, villes. d'accord. Et donc, pour le propriétaire, je crois que c'était 10 euros de l'heure, quelque chose comme ça. Ah Euh, oui, donc ça reste hyper Ça raisonnable reste en plus pour raisonnable le parce que c'est propriétaire. la ville ou le site historique ou le musée qui va proposer en fait cette garde qui va contribuer en fait à la mise à disposition de ce service. Parce que ça Alors là, facilite on les a visites. trouvé on a trouvé un super couple d'adorables jeunes qui gardent souvent Kodak, soit une journée ou tout un week-end sur Empreinte mon toutou, c'est génial. Bah ouais, mais ça vraiment, il y en a plusieurs et franchement, effectivement, c'est plutôt que de laisser votre animal de 8 heures le matin à 19 heures le soir. Oui, bien sûr, il y a des solutions. Et d'ailleurs, Katia, bah, tu peux peut-être nous parler un peu de Maya quand même, puisque du coup, elle est là depuis le début. Et donc, Maya, elle a quand même aussi un système de garde. Oui, alors Maya, bon là, elle est partie faire sa vie, je crois qu'elle en a marre. Et en fait, Maya, c'est la mascotte donc de la rédaction. Et en fait, elle a une double garde en fait, parce que c'est 2 personnes de la rédaction qui voulaient un chien. Donc elle fait une semaine chez l'une, une semaine chez l'autre. Et donc depuis, une des 2 personnes a quitté la rédaction, mais elle continue à venir une semaine sur 2 à la rédaction. Et puis toute la rédaction est impliquée. Donc d'abord, elle côtoie tout le monde dans la rédaction. Et puis ben là, par exemple, sa maman de cette semaine ne peut pas la garder. Et donc elle vient dormir 3 jours à la maison. Donc je la sors. Et donc elle est très habituée. D'abord, un chien en entreprise, c'est vraiment, ça le sociabilise lui à l'humain.
parce que c'est un chien qui apprend à être, alors il faut le respecter, mais à échanger avec beaucoup de personnes. Et puis, il y a toujours des mamans, des papas pour le garder. Quand on a un problème, on veut faire une soirée et on sait qu'on ne veut pas la laisser à la maison pendant 3 heures, et ben on la laisse à quelqu'un. Elle est très habituée. Alors, elle a quand même ses familles où elle va faire un dodo, parce que c'est quand même particulier. Faut qu'il y ait un dodo, justement, des gamelles et tout ça. Mais là, elle est très, très habituée. Elle est venue plusieurs fois à la maison. Donc, elle monte dans ma voiture en courant. Et donc là, elle a reconnu, on est allé avant qu'il y ait l'émission, j'ai un petit bois à côté. Donc, je l'ai emmenée se promener dans les bois. Elle s'est bien roulée partout dans ce qui sent bien la charogne. Donc, elle reconnaît tout. Donc, elle est très habituée. En fait, ça leur pose pas de problème du tout. Un chien peut avoir plusieurs maîtres. Et ça, c'est Oui, important. ça, moi, ça. Oui, vas-y, Donna, vas-y. Que le chien dans l'entreprise, c'est un bon moyen pour découvrir et pour connaître l'animal pour ceux qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, nous, on a plein de nouvelles possessions au bureau par des gens qui ont côtoyé les chiens de leurs voisins, de leurs collègues. Et c'est hyper bien parce que c'est la meilleure façon d'ouvrir un dialogue sur justement qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est difficile. Et au-delà de la sociabilisation dont parle Katia, aujourd'hui, on a plein de pet-sitters, collègues, copains au bureau qui s'occupent de notre animal et qui peuvent accueillir l'animal un week-end de temps en temps. On a aussi Andy Chien qui, longtemps, nous a permis d'accueillir des animaux qui venaient se reposer dans les familles de nos collaborateurs pendant leur période de formation et qui nous ont permis aussi d'ouvrir à cet intérêt pour l'animal. Et ça crée des vocations. Et ça crée aussi l'opportunité d'avoir le bon questionnement sur la place de l'animal dans la famille, dans mon foyer, etc. C'est hyper important. Et puis si effectivement il y a des chefs d'entreprise qui sont connectés, il faut aussi préciser que ça diminue le stress au travail et ça augmente la productivité. Donc ça, il faut quand même le dire aussi pour faire comprendre effectivement au patron que en vrai, non, ce n'est pas une distraction. Alors voilà, c'est plutôt justement quelque chose qui a tendance à apaiser les collaborateurs plus que finalement à les distraire, parce que souvent on le voit, les patrons, quand ils commandent ça sur les réseaux sociaux ou autres, le risque qu'ils voient, c'est effectivement que leurs collaborateurs soient moins productifs. Ah, il y a Maya qui nous a un suricate un peu abandonné. Coucou Maya. Et donc, alors qu'effectivement, les études prouvent que c'est l'inverse en fait. Même le quotidien. Et donc, Donatienne, vous accompagnez aussi d'autres entreprises qui voudraient le faire? Donc, on accompagne les entreprises qui veulent le faire. On accompagne Andy Chien quand on peut pour les aider à trouver des familles d'accueil, recruter des familles d'accueil. Les associations comme salut Maya. Les associations comme Andy Chien, elles ont toujours besoin de familles d'accueil. Donc on travaille en étroite collaboration. Mais ah ouais, là c'est trop mignon. Pardon Donatienne, mais Maya c'est très bien se faire comprendre par tout le monde. On voit bien qu'elle travaille dans un média. Voilà. Voilà, c'est là. Très à l'aise. Voilà, très à l'aise, voilà tous les des défis. Il y a déjà des commentaires pour Maya, du coup, avec des petits yeux tout émus. Ah bah ouais, là c'est bon, c'est parti. Maya a fait craquer tout le monde. Voilà. C'est parti. C'est notre bébé. Et donc oui, vas-y Donna, pardon, vas-y, je te laisse finir. Je coupe pas. Non, mais je t'en prie. Écoute, tout ça pour dire que le chien au travail, oui, on accompagne et on encourage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire et puis ça nous permet d'être le bon exemple aussi de la sensibilisation à la possession responsable. On en a parlé tout à l'heure, c'est hyper important. On n'est pas tous faits pour avoir un animal. On ne peut pas répondre à tous nos enfants qui voudraient avoir un chien et un chat pour Noël. C'est pas très responsable. Et au-delà de la propreté, je pense que c'est important de choisir son animal, de préparer l'arrivée de son animal. Et on n'en a pas beaucoup parlé ce soir parce que ça fait l'objet d'une autre. Alors, c'est le thème de l'émission. Normalement, je le dis à la fin de l'émission, mais là, en plus, c'est dans peu de temps. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais, puisqu'il ne nous reste que 5 minutes à passer ensemble. Mais c'est effectivement, Donna, tu enclenches. C'est le thème de l'émission de mardi prochain. Comment on accueille. Là, pour le coup, on a déjà fait le chaton. Là, ce sera comment on accueille un chiot. Voilà. Donc, je veux dire, un chien de manière générale, d'ailleurs. Que ce soit une adoption responsable dans tous les sens du terme, que ce soit pour un chien de race ou un chien de race qui peut évidemment aussi être en refuge et un chien de refuge. Un sujet traité dans le numéro 30 millions d'amis qui est en kiosque actuellement. Accueillir son premier chien. Voilà.
j'ai beaucoup de lectures en retard, mais je vais m'empresser de le lire, tu vois, avant mardi prochain. Et du coup, les filles, qu'est-ce qu'on peut donner aussi comme clé, effectivement, aux personnes qui souhaiteraient aller voir leur employeur, parce que c'est quand même pas facile non plus d'aller voir son employeur pour demander la présence d'animaux au bureau. Ah bah Donatienne, en fait, je pense que le truc qui marche tous les coups, c'est de créer la première fois. C'est de créer une journée où on va accueillir l'animal au travail. Ça peut être un événement, ça peut être à l'occasion de quelque chose d'un peu particulier, mais il suffit qu'il y ait un chien sur le lieu de travail et là, ça change tout. Et puis surtout, il faut que ça se fasse dans le respect de ceux qui ont peur des chiens ou qui n'aiment pas les chiens. Il ne faut jamais y aller en disant, vous savez, pour moi, ça me fait penser beaucoup aux fumeurs, non-fumeurs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait du respect pour les uns et pour les autres. Il y aura une belle intégration de l'animal à partir du moment où vous n'imposerez pas cet animal à ceux qui ne veulent pas. Dans notre rédaction, il y a une centaine de personnes, enfin dans notre groupe, et tous n'aiment pas, tous n'aiment pas les chiens, tous n'aiment pas côtoyer les chiens, certains même ont peur des chiens. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter. Et donc, il faut faire attention de ne pas laisser son chien aller partout. Il faut aussi éduquer son chien. Donc, il faut qu'il soit propre quand il vient quand même, donc pas non plus un chiot. Donc, voilà, il y a quand même des petites choses de base à respecter. Et après, ça se passe très bien. Et chez nous, c'est comme chez Donatienne, c'est que à la rédaction de 30 millions, je ne connais pas une stagiaire qui a fait 1 an chez nous qui n'a pas adopté un chien pendant l'année où elle était chez nous. Ouais, donc c'est clair qu'on voit bien qu'effectivement, quand on comprenne les enjeux et la facilité, ça permet l'adoption d'animaux, ça c'est sûr. Donc là, pour le coup, on le voit bien. Alors, les amis, il nous reste que quelques minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Vas-y, Donna, pardon. Chez Mars, on avait 10 animaux qui venaient régulièrement au bureau avant le confinement. Depuis le confinement, on a 25 chiens qui viennent régulièrement. Ah ouais. Et en fait, ça passe exactement comme ce que vous venez de dire. C'est avoir la conversation avec son manager et avec ses collègues pour être sûr que tout le monde soit d'accord. Après, déterminer où va se placer l'animal dans le bureau pour ne pas gêner ceux qui ne veulent pas. Ensuite, déterminer ton meilleur ami au travail qui va sortir ton animal ou qui va s'en occuper quand toi, tu es en réunion ou que tu veux aller derrière, parce qu'il y a des lieux où on peut être avec son animal, il y a des lieux où on ne peut pas. Et puis ensuite, c'est profiter de la journée autrement, parce que toutes les 2 heures, on fait une pause, on se lève et on sort. On a la chance, nous, d'avoir un jardin, donc c'est vrai que ça aide. Et puis, on découvre ses collaborateurs autrement, honnêtement. Exactement. De l'humain dans l'entreprise. Exactement. Ouais. Et surtout, ça permet de ne pas avoir de lien hiérarchique dans ces moments-là. Moi, je trouve que c'est important. Il n'y a pas de hiérarchie dans ces moments-là. En fait, le chien, c'est fédérateur. L'animal, quand vous avez un animal, tout le monde a des histoires d'animaux à raconter. Bien sûr, ça c'est clair. Puis tu vois les managers qui se mettent direct, tu vois, accroupis pour faire un câlin au chien. Donc c'est sûr que ça donne un côté plus humain. Et il y a Morgane qui dit sur Open Space, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Alors, oui et non, Morgane, parce que moi, tu vois, je l'ai vu on va pas se mentir, c'est souvent dans des entreprises qui sont dans le domaine des animaux de compagnie, comme effectivement Trognon d'Amis, Mar, Royal Canin ou Amise ou encore Santé Vet. Chez Santé Vet, c'est pourtant quand même plutôt un open space, Royal Canin aussi, et chez Wamise aussi. Et il y a chien, il y a même parfois chat, donc où parfois on se dit ah ouais quand même. Et voire même chez Santé Vet, il y a carrément un perroquet en fait qui vient avec son maître au travail. Donc je veux dire, donc même en open space, c'est possible. Le tout, c'est de bien le faire et peut-être effectivement de se faire accompagner par des entreprises qui sont ravies de le faire en main dans la main avec vous et qui peuvent vous donner les solutions pour le faire. Mais franchement, l'animal, généralement, de toute façon, il peut rester à côté de vous le temps que vous travaillez. Le tout, c'est d'aller le défouler. Donc, c'est tout à fait jouable, je le pense. Ouais. Et ouais. Et alors, il y a des espaces limités pour des personnes qui ont peur. Alors oui, bien sûr, oui. Ça se met en place. Il y a en fait, effectivement, même pour les personnes allergiques, donc en fait, où il y a des bureaux qui peuvent être dédiés à, du coup, pas de présence d'animaux dans ces endroits. Je pense que Donna, tu confirmeras. Et comme tu disais, il y a des endroits où là, pour le coup, c'est plus pour des raisons sanitaires, comme les cafétérias, etc., où là, pour le coup, généralement, ils sont peu acceptés. Ouais. Donc, les amis, je vais devoir rendre l'antenne. Merci beaucoup, Donna et Katia et Maya aussi, quand même. Elle est fatiguée. Maya est très fatiguée. Très fatiguée. Elle a tout donné sur l'émission. Alors, Katia, on peut te retrouver
donc sur Facebook, LinkedIn ou encore sur Instagram via Solidarité Peuple Animal ou encore le MAG 30 millions d'amis sur Instagram. Oui. Donc, on peut venir effectivement poser des questions pour ceux qui en auraient après, qui veulent échanger du coup avec Katia, si vous avez des choses. Et surtout, on vous l'avait déjà dit la première fois, mais allez vous inscrire sur la plateforme Solidarité Peuple Animal. Si vous êtes un peu bon, et je sais qu'ici, vous êtes nombreux à bien gérer les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des talents en community management, en communication, en relations presse, etc. Bah, vraiment, il y a plein de refuges qui ont besoin de vous. Donc, allez sur cette super plateforme du coup, pour proposer vos talents. Et ça peut être que 2 heures par semaine, 1 heure, enfin voilà, en fonction de votre temps et ce que vous avez à donner. Et donc, n'hésitez pas à aller parler avec Katia sur les réseaux. Et toi, Donatienne, on peut te retrouver également donc sur les réseaux sociaux. Alors, sur LinkedIn à titre personnel et après, du coup, sur les autres réseaux avec le compte Better Cities for Pets et où les gens, du coup, pourront suivre d'ailleurs la balade à venir et toutes les actus, du coup, liées évidemment à la place des animaux en ville. C'est tout à fait ça, Donna, on est d'accord? Tout à fait, on est d'accord. C'est ça. Merci à tous pour tous vos messages de merci, c'est adorable. On se retrouve du coup mardi prochain pour un nouvel épisode de La Touche Animale où ce sera Nicolas Waldorf que vous devez connaître puisque c'est le coiffeur star d'M6 et du relooking, alors généralement plus des femmes, et qui vient d'adopter un bébé golden. Et donc du coup, on sera avec Chloé Fesch qui est éducatrice et comportementaliste pour donner toutes les clés à Nicolas pour s'en sortir, et bien tout simplement en tant que nouveau propriétaire en ce qui concerne Nicolas d'un petit chiot. Et vous savez que vous pouvez retrouver dès demain le replay de l'émission avec tout ce qui s'est passé pendant l'émission sur le site whoopets.fr. Merci à tous, très belle soirée. Merci les filles de m'avoir rejoint. Merci à tous, merci Johan. Bonne soirée à tous, à très vite. Ciao, ciao, je vous embrasse. Au revoir.